Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter comment on va faire pour mesurer des masses très petites de l'ordre du microgramme ou du microgramme, oui. Donc on ne peut pas utiliser une balance ordinaire puisque c'est pas possible pour mesurer des masses de l'ordre du microgramme. Donc ce qu'on va faire, c'est que le principe ça va être qu'on va associer la masse à une fréquence. Cette fréquence, on va la mesurer, on va pouvoir la mesurer plus précisément que la masse, donc de l'ordre du Hertz. Et avec cette mesure de la fréquence, on va pouvoir retrouver la masse. Euh, et donc, je vais vous expliquer comment on associe la masse à la fréquence. Mais avant, pourquoi on souhaite mesurer des masses de l'ordre du microgramme? C'est pas très intéressant. Eh bien, c'est pour retrouver l'épaisseur de certaines couches très minces qu'on va déposer sur une surface. Et ça peut être intéressant, et même pour étudier des propriétés à l'échelle microscopique, ça peut être utile aussi. Donc, pour que vous compreniez comment on associe la fréquence à la masse, eh bien, on va étudier ce système mécanique avec donc un objet de masse m qui est attaché à un ressort sur le plan vertical. Donc, il subit son poids et une force de rappel F qui, je rappelle, est de cette forme avec L0 la longueur à vide et K la constante de raideur. L, ça va être la longueur totale. Sauf que vu que donc je place un axe vertical d'origine O centré sur l'objet lorsqu'il est à la longueur, lorsque le ressort est à sa longueur à vide. Donc ici ça simplifie et j'ai juste c'est égal à Z, L moins L0 égale à Z, donc la hauteur. Et donc c'est un axe vers le bas et de vecteur unitaire UZ. Je dis aussi qu'au début, je place l'objet à cette distance sans vitesse initiale, donc Z0 égale à 0, et sa dérivée, donc la vitesse, est aussi égale à 0, qui va nous permettre de trouver certaines valeurs après. Donc on peut appliquer la deuxième loi de Newton, on a donc MA qui est égal à P plus F, donc je vais déjà tout mettre projeter la relation sur UZ, donc je vais enlever les vecteurs. MA égale à MG moins KZ moins KZ. Je peux diviser par M, donc A égale à G sur G moins K sur MZ. A, c'est la dérivée seconde de Z. Donc ici, j'obtiens une équation différentielle d'inconnu Z. Donc, K sur MZ égale à G. Donc, je vais pouvoir résoudre. Donc, c'est une équation harmonique de solution Z égale à donc Zm l'amplitude fois cos de oméga t plus phi avec oméga la pulsation. Donc ça c'est l'équation homogène. Ensuite l'équation particulière, eh bien ça va être de la forme d'une constante. Donc ça, la dérivée ça fait 0, plus donc j'ai la constante qui est égale à g fois m sur k. Sur k fois g. Donc on a donc la solution qui est de la forme Zn cos de oméga t plus phi plus m sur kg. Donc ici vous voyez peut-être où je veux en venir. Puisque notre objectif c'était de relier la masse à une fréquence, et bien là j'ai un cosinus et je vais pouvoir avoir une période et une fréquence. Ok, donc pour retrouver oméga déjà, eh bien je sais que en dérivant deux fois z,
donc d carré z sur dt carré, c'est égal à moins zm oméga carré cos de oméga t plus phi. Donc là, j'ai une dérivée composée. Donc la dérivée de oméga t plus phi, c'est oméga. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Mais je la redérive encore une fois. Donc la dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc ça fait moins cosinus. Et je redérive mon terme dans le cosinus, ce qui me fait un facteur oméga en plus. Donc j'ai moins cosinus oméga, on va dire moins zm oméga carré, cosinus de oméga t plus phi. La constante, elle disparaît. Donc, voilà. Donc si vous savez pas, je vous donne le résultat. Mais c'est un truc connu, donc je passe assez vite. Ensuite, donc, je dois avoir ça, qui est égal à... Donc ici, je retrouve mon zm cosinus oméga t plus phi, je retrouve le z. Donc oméga carré, par identification, oméga carré c'est égal à k sur m. Donc oméga égale la racine de k sur m. Ok. Donc très bien. Ensuite, donc, on va étudier pour z0. Donc cosinus de j'ai z0 qui est égal à zm cosinus de phi qui est égal à 0. Et j'ai la dérivée qui est égale à donc moins zm sinus, donc moins zm oméga sinus de oméga t plus phi. Et là j'ai encore oublié, j'ai oublié ma constante, m plus m sur k, g égale à 0. Ça c'est égal à 0. Zm c'est différent de 0, oméga c'est différent de 0, donc sinus oméga t est égal à 0, donc ça c'est phi, pardon. Donc sinus phi c'est égal à 0, donc phi égale à 0. Ou pi, mais on va prendre 0. Donc phi égale à 0, donc là, ici cos de 0, eh bien c'est 1, donc Zm égale à moins m sur kg. Donc finalement, je me retrouve avec ma solution. Donc z de t qui est égal à Zm cos de racine de k sur m t plus 0 plus m sur k g. Ok. Donc ici, très bien, je vais pouvoir effacer. Donc ici, j'ai ma pulsation, mais ce que je veux, c'est ma fréquence. Donc la pulsation, c'est 2pi sur t0, sur t, avec grand T la période, et la fréquence, c'est l'inverse de la période, donc je peux retrouver la fréquence. Ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de calculer la fréquence. On va essayer de calculer la fréquence avec une variation petite de la masse. Donc on va écrire delta n, qui va être négligeable comparé. Oh purée, c'est galère. Qui va être négligeable par rapport à m. Donc déjà la fréquence. Donc j'ai oméga qui est égal à racine de k sur m. Donc oméga c'est 2pi sur 2pi sur t.
T c'est donc égal à 2pi fois racine de m sur k. Je fais l'inverse ici. Et fréquence c'est l'inverse, donc c'est f égale à 2pi 1 sur 2pi fois racine de k sur m. Donc on va essayer de calculer la fréquence T' quand la masse va varier de delta m. Donc avec une masse m' sur k avec m' égale à m plus delta m, où delta m est très inférieur à m. Donc on va pouvoir utiliser une approximation. Donc je vais pouvoir je vais remplacer, ça me fait m plus delta m sur k. Donc je veux l'exprimer en fonction de t. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais factoriser par racine de m sur k. Donc ça fait 2pi fois racine de m sur k fois, donc ici ça me fait 1, donc racine de 1 plus delta m sur m. En fait, je factorise par m en haut. Ça me fait 1 plus delta m sur m. Et je sors le racine de m sur k. Bon, vous pouvez développer pour vérifier que ça fait la même chose. Donc là, je vais pouvoir... Donc ça, c'est 2pi t. Et là, je vais pouvoir utiliser l'approximation de 1 plus x puissance alpha, c'est environ égal à 1 plus alpha x lorsque x est très inférieur à 1. Puisque là, mon x c'est delta m sur m. Delta m est très inférieur à m, donc delta m sur m est très inférieur à 1. Donc ici, je vais pouvoir utiliser mon approximation. Donc ça me fait 1 plus delta n sur 2m. Ok. Donc je vais pouvoir simplifier. Donc T', c'est ma période aussi. C'est ma période pour une petite variation de la masse. Moi, ce que je veux, c'est la variation de ma fréquence. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer delta f sur f, qui va être égal à f moins f', donc avec f' l'inverse de t' sur f, qui va être égal à 1 sur 2pi fois racine de k sur m, moins, donc l'inverse de ça, 1 sur 2pi. D'ailleurs, je me suis trompé, je crois. Puisque t, j'ai un 2pi en trop. 1 sur 2pi racine de km fois 1 plus delta m sur 2m sur 1 sur 2pi fois racine de k sur m. Donc on voit que les 1 sur 2pi fois racine de k sur m se simplifient. Tac, tac. Donc il me reste 1 moins 1 plus delta m sur 2m. Ce qui me fait delta m sur 2m. Ok. Donc, on a bien la variation d'une masse qui correspond à une variation de fréquence. Et comme je vous l'ai dit, la variation de fréquence, on peut la calculer, la mesurer bien plus précisément que la variation de masse. Delta F sur F, delta M sur M.
Juste 2 secondes, je vérifie que c'est bien la bonne. Donc ok, je viens de vérifier, je m'étais un peu trompé. J'avais oublié l'inverse ici. Donc si on refait bien, j'ai t qui est égal à 2pi sur racine de m sur k, t' qui est égal à t fois 1 plus delta m sur 2m après simplification. J'ai f' qui est donc égal à f fois donc l'inverse, vu que c'est la fréquence c'est l'inverse, 1 sur 1 plus delta m sur 2m, qui est environ qui est donc après simplification au dénominateur, f fois 2m sur 2m plus delta m. Donc j'ai delta f sur f qui est égal à f moins f' sur f, qui est égal à f, je factorise avec cette formule. Ça me fait 1 moins ça. Donc les f se simplifient. En mettant au même dénominateur, j'ai 2m plus delta m moins 2m sur 2m plus delta m. Les 2m se simplifient. Et je me retrouve avec 2m sur 2, delta m sur 2m plus delta m. Vu que delta m est négligeable devant 2m, c'est environ égal à delta m sur 2m. Donc je retrouve la formule que j'avais trouvée avant, sauf que j'avais pas fait le bon calcul. Donc maintenant on peut calculer. J'ai donc delta f sur f égale à delta m sur 2m. Donc pour une masse qui est de l'ordre de 1 gramme, donc on va voir après que ça va être vraiment 1 gramme, enfin que ça va être dans ces eaux-là, et une masse qui va être de l'ordre du microgramme, je peux trouver une variation qui est de l'ordre du Hertz, et on me demande de calculer f. Donc là c'est un ordre de grandeur. Donc ça me fait 1 Hertz fois, microgramme sur gramme, ça me fait du 10 puissance moins 6. Donc là c'est l'inverse. Donc c'est de l'ordre du 10 puissance 6 Hertz. Donc c'est de l'ordre du mégahertz. Là, Hertz, mégahertz, microgramme, gramme. Donc en fait c'est logique, hein. Le rapport doit être égal. Donc ma fréquence doit être de l'ordre du mégahertz. C'est ce qu'on va voir après. Ok. Donc maintenant qu'on a... Donc on sait relier une variation d'une masse et une variation d'une fréquence. On va pouvoir voir le réel mécanisme qui est celui de la microbalance. Vous pourrez voir sur internet comment ça fonctionne précisément, mais ça réutilise ce système de fréquence. Microbalance à cristal de quartz. En anglais, ça fait Quartz Crystal Microbalance. So, l'inverse, QCM. Ouais, QCM en anglais, et donc en français, ça fait MCQ. Ok. Donc, ça va utiliser le quartz. Donc cette fois-ci, la fréquence, elle va venir électriquement. Donc le quartz, c'est un matériau, j'ai oublié, piezoélectrique, piezoélectrique. Donc quand on va lui mettre un courant, le matériau va vibrer. C'est ce que ça veut dire, piezoélectrique. Donc en mettant le bon courant, eh bien, on va pouvoir avoir la bonne fréquence fondamentale, parce que là c'est la fréquence fondamentale, et on va pouvoir mesurer une variation de fréquence. Ok. Comment ça marche? Eh bien, on va mettre dans le quartz un courant alternatif, ou un courant sinusoïdal. Et le quartz, on va pouvoir l'assimiler à une corde. Donc, qu'est-ce que c'est la microbalance? C'est en forme de rond, de disque, et on va pouvoir mettre une couche mince dessus, et on va pouvoir mesurer la masse. Et donc, en dessous, il y a un... Et on fait passer du courant dedans. En dessous, il y a sûrement
un conducteur d'électricité et au-dessus aussi. Au-dessus, c'est pour mettre la couche mince. Bon, je sais plus. Donc dans le... dans la présentation, ça va être, on va essayer de voir comment ça fonctionne, mais au niveau calculatoire. Donc oui, on va assimiler la balance à une corde. Donc quand on va mettre du courant dedans, elle va vibrer et on a de telle sorte qu'on va avoir deux mouvements transversales. Y moins Y plus. Donc Y moins Y plus qui vont dépendre de la position. Donc oui, sinon le schéma c'est ça, simplifié. Donc ici on a le quartz, et en faisant passer du courant, donc ça c'est le quartz. Quartz. En faisant passer le courant, ça va déformer et ça va créer une vibration. Ici on aura plus B sur 2, donc ici 0 et moins B sur 2. Donc j'avoue que j'ai pas trop compris, mais quand on va mettre du courant, ça va créer, on va avoir je crois les ondes qui vont partir vers la droite comme ça, les ondes vers la gauche. Et donc ça va créer, deux signaux. Bon, du coup on a Y- qui va être exprimé en fonction de X et de T. X ça va donc être la position verticale. Donc qui va être égal à YM, qui est l'amplitude fois un cosinus de 2pi t sur grand T plus x sur lambda plus phi et y plus, donc pareil, ym cos de 2pi facteur de t sur grand T moins x sur lambda. Donc, en gros, ces deux équations qui décrivent des ondes, elles vont s'additionner et par symétrie, au milieu, ça va être nul. Donc déjà, quand elles s'additionnent, donc on va factoriser par ym. Donc là, on aura une somme de cosinus. Sauf qu'avec les formules de Simpson, on peut on peut faire un produit. Donc ça va faire 2 fois. Donc c'est. Donc cos. Il faudrait que je réécrive la formule. Mais en gros, on trouve. Ça va être il y aura un divisé par 2. Ça va être ça plus ça divisé par 2. Donc cos de ça plus ça divisé par 2 fois cos de ça moins ça, ce qu'il y a dans le cosinus moins ce qu'il y a dans ce cosinus, divisé par 2. Mes feutres ne fonctionnent plus. Bien, je pensais. Donc ici on aura du 2pi t sur grand T plus i plus t sur grand T, donc ça va me faire du 2pi fois 2t sur grand T plus phi. Donc là, ça va me faire du donc 2ym cos de 2pi t sur grand T plus phi sur 2 cos de, ici on aura du donc ça moins ça 2pi, donc ça le t sur grand T va simplifier, là j'aurai du 2x sur lambda, donc du 2pi x sur lambda, ça moins ça, donc plus ci encore, donc j'aurai du oui, du 4 en fait, et du pi sur
de pi x sur lambda plus phi. Ok. Donc comme ça, on peut décomposer. Et là, on a un truc qui dépend de x et un truc qui dépend de t. Si je vérifie... de pi t sur t... Oui, c'est ça. Ok, donc vous voyez que ça simplifie assez bien. J'ai oublié le phi sur 2 ici. Donc on va séparer l'amplitude et ça. Donc ce qui va nous intéresser, c'est l'amplitude. Donc on va poser y0 qui est égal à... Non, ça doit être yx fonction de x égale à ym 2ym cos de 2pi x sur lambda plus phi sur 2. Ok. Et donc là, à x égale à 0, c'est égal à 0. Donc ça veut dire que mon cosinus égale à 0. Donc pour x égale à 0, ça c'est 0. Donc ça veut dire que cos de phi sur 2 égale à 0. Donc phi égale à pi. Plus ou moins pi en fait. Et disons que ça égale à pi. Vous voyez pas. Bon. Je vais écrire là. Mais vous voyez, toute la partie que j'écris, vous voyez pas. Donc j'écris que ça vous voyez normalement. Donc on va prendre que la partie en fonction de x. Donc ce qui va nous donner du i2ym cos de pi x sur lambda plus phi sur 2. Ah oui, lambda d'ailleurs c'est la longueur d'onde de l'onde qui se propage dans le cristal. Bon, en fait, ça, pareil, ça c'est logique. Donc 0 c'est égal à 0 par symétrie, parce que ici ça vaut 0 et là ça va être maximal. Donc ça va être égal donc 2y m cos de phi sur 2. Donc 2ym c'est pas égal à 0, donc ça veut dire que cos de phi sur 2 égale à 0, ça veut dire que phi égale à pi. Ok. Donc de la même manière, je montre qu'il y a un effet de résonance et que yx du coup j'ai effacé, mais de plus ou moins b sur 2, c'est égal à c'est équivalent à ce que le cosinus soit maximal. Donc cosinus de 2pi x sur lambda plus phi sur 2 égale à ppi avec p un antinaturel. Ok. Et donc là du coup ça nous fait du b sur 2, donc du pi b sur lambda plus pi, donc phi on a dit que c'était pi, donc pi sur 2 égale à p pi. Donc on isole lambda, ce qui nous donne, donc on divise tout par pi, b sur lambda égale à p plus 1 demi, et lambda qui égale, donc on multiplie par 2, ce qui nous fait du 2b sur 2p plus 1. Donc là c'est un moins en réalité. Donc ok, c'est peut-être du moins phi, mais du phi qui est égal à moins pi. Mais du coup je saurais pas expliquer pourquoi. Mais la relation qu'on trouve c'est celle-là en tout cas. C'est lambda qui est égal à 2b sur 2p plus 1. Okay. Donc on va pouvoir calculer b.
Donc, désolé, c'est pas très professionnel, j'avoue. Mais... Donc on a la fréquence fondamentale qui va être pour P égale à 0. Donc en fait, en bas, ça nous fait du 1. C'est-à-dire que B égale à 2 sur lambda. Lambda, c'est C. C'est lambda sur T, c'est lambda fois F. Donc, lambda, c'est C sur F. Donc là, c'est 2 sur C, 2F sur C. C, c'est la célérité de l'onde. F, c'est la fréquence. Donc on avait dit que c'était de l'ordre du 2 du 2 MHz. Là on va plutôt prendre 5 MHz. Dans la réalité c'est plus 5 MHz sur C, et la célérité de l'onde c'est du 3300. L'ordre du 3300 mètres par seconde. Ok, et ça nous donne attendez, je me suis trompé. Eh oui, bah oui. Je sais pas calculer, c'est un vrai problème. B c'est égal à lambda sur 2, je sais pas si tu m'as pris. Donc lambda c'est C sur F, donc c'est C sur 2 F. Donc c'est du 3300 sur du 2 fois 10 puissance 6. Et ça nous fait du 10 puissance 3, 10 puissance moins 3. Donc on est en... Donc B c'est une longueur, on est en mètres, donc ça nous fait du millimètre. 1,6 mm. Quelque chose comme ça. C'est ça. À peu près. Ok. Ok, donc ça c'est l'épaisseur de mon cristal de quartz. Donc en fait c'est vraiment très fin. Donc on voit que c'est vraiment très fin. J'espère que je me suis pas trompé. Et là, petite pause. Ok, ensuite, la microbalance à cristal de quartz. La relation entre la fréquence et la masse, elle est un peu différente de celle-ci. Ça va être égal à delta F sur F, va être à moins MF sur MQ. Donc, MQ, c'est la masse du quartz, et MF, ça va être la masse qu'on va déposer. Donc, qu'on va vouloir étudier. Donc, pour un peu simplifier cette expression et utiliser notamment B, sachant que la surface du disque est la même pour les deux, on va pouvoir simplifier. On va écrire la masse par unité de surface. Donc, ça va être sur S, et MQ, ça va être la masse par unité de surface. MQ, MQ sur S. Ok. Donc, ça, MQ, ça va être ρ de Q, donc là, le ρ du quartz qu'on connaît, fois le volume, qui va être égal à B fois la surface. Donc surface de 10 fois l'épaisseur, sur S, qui est égal à ρQ fois B. Ok. Ça va être égal à pareil. Donc l'épaisseur qu'on va vouloir mesurer, puisqu'au début, on veut mesurer une épaisseur. Pareil. Je crois que c'est ρ du matériau. Bon, on va le faire après. Donc ici, on a du coup delta FQ sur FQ égale à moins. Donc M grand F, c'est MF fois S. Sur NQ, c'est NQ fois grand S. Donc c'est S rho Q fois B. Donc c'est égal à moins MF sur ρQ fois B.
Ok. Et donc ça, je reviens. Donc ici, on va pouvoir remplacer B. Donc je rappelle que B, c'était lambda sur 2 à peu près. Et c'était donc égal à FQ CQ sur 2 FQ. Donc là, c'est égal à FQ. Ok. Et donc ici, on va pouvoir isoler MF. Ouais, FQ carré. C'est bien ça. Le moins, je vais le mettre devant. Et donc ça, en enlevant le moins, puisqu'on va sûrement, le delta FQ sera sûrement négatif. Ça nous fait du 1,77 fois 10 moins 7 kg par mètre carré, puisque là c'est une masse par unité de surface. Et ça c'est environ égal à du 177 fois 10 moins 4 nanogrammes par centimètre carré. Donc c'est vraiment pas mal. Donc ici on peut mesurer des masses du nanogramme par centimètre carré. Et donc ensuite l'épaisseur. Donc il nous demande de calculer l'épaisseur pour une certaine couche, donc de masse volumique identifiée. Ça c'est MF sur ρ, puisque c'est MF, c'est donc on retrouve, puisque là c'est une masse par surface. Je divise par la masse volumique, donc il me reste l'épaisseur. Donc, avec une analyse dimensionnée, ça se fait très bien. Et donc ça, on trouve une épaisseur de l'ordre du 0,059 nanomètres. Donc vous voyez, on peut mesurer des couches très minces avec ce dispositif. Ok. Bon, j'espère que ça vous aura plu. C'était un peu bancal, un peu difficile. Mais bon, je connaissais moins la deuxième partie en fait. Donc merci d'avoir écouté et à bientôt pour une autre vidéo. À bientôt.